bienvenue sur le plateau du magazine Expression qui accueille les personnalités du monde de l'immobilier et de la PropTech ici sur le RENT, dans le cadre de cette deuxième journée du RENT Paris Porte de Versailles. Je parlais des personnalités de l'immobilier, il y a certaines personnalités incontournables, en l'occurrence Henri Buzicazo. Bonjour Henri. Bonjour Eric, merci de ces mots, ils me touchent. Et merci à vous d'être présent avec nous sur ce plateau en tant que... Alors, en tant que quoi? Parce que vous avez une carte de visite assez conséquente. J'ai toutes les raisons d'être un visiteur assidu du salon Rent. D'abord, je l'ai vu naître, hein. Voilà, Ouais. je le dis, et je suis heureux de voir la croissance de l'enfant. Hein, je contribuais modestement, j'étais membre du comité éditorial auprès du fondateur. Ben voilà, un peu plus de 10 ans après, c'est the place to be, C'est hein, c'est ça, ça. c'est un nom devenu complètement Voilà. incontournable. Alors moi j'y suis comme président d'école. Bien sûr, Si j'ai pas le regard tourné vers les nouvelles pratiques, les nouveaux outils professionnels, je suis pas à ma place. Et puis oui, je suis dans cet univers depuis 35 ans. Alors j'aime voir qu'il évolue, qu'il se modernise et qu'il trouve en lui-même, on va sûrement y revenir, des solutions. Parce qu'elles ne sont pas vraiment à l'extérieur aujourd'hui, elles sont beaucoup en nous. Voilà, et ça peut être inspiré certains gouvernants aussi dans ce que vous dites. Vous êtes alors expert bien sûr du monde de l'immobilier, président, vous l'avez dit, d'une école, à savoir l'IMSI, Exactement. l'Institut du management des services immobiliers. Vous êtes membre du Conseil national de Oui. l'habitat, créateur du think tank, le Cercle des managers de l'immobilier, président de Partage Plus, qui a créé Listigo, dont on parlera sûrement dans la journée avec Bernard Cadot tout à l'heure. Et donc, je disais, expert du monde immobilier, proche aussi des politiques. Quelle est votre analyse de la politique gouvernementale actuelle en matière de logement, et est-ce qu'on peut dire, avec ce nouveau gouvernement, qu'elle va pouvoir essayer en tout cas de répondre aux attentes du marché immobilier? Bon, marge de manœuvre budgétaire extrêmement réduite, hein, voire négative, c'est-à-dire que tous les budgets, y compris celui du logement, vont devoir contribuer au redressement du pays, à la réduction du déficit. On saura à la toute fin de l'année ce qu'est le budget du logement stabilisé, après le travail des députés, des sénateurs. Mais on voit bien déjà, on est presque à mi-parcours, que des dispositions honorables vont intervenir pour relancer le marché, resolvabiliser, comme on dit, les ménages, que ce soit les primo-accédants, que ce soit les investisseurs. Les HLM ne sont pas en reste. La rénovation environnementale est sauvegardée, même si le budget a dû être réduit. Par ailleurs, des règles du jeu immobiliers qui sont plutôt en voie de simplification, de réalisme. Je pense à la transition environnementale tout particulièrement. Voilà, une ministre, Valérie Létard, qui sera oui. ici tout à l'heure, et sur le salon de la copropriété dans la foulée, extrêmement compétente, réaliste, pugnace, parce que par exemple pour le prêt à taux zéro, la copie du gouvernement à l'origine ne lui convenait pas, elle ne l'a pas caché. Eh bien, avec l'aide des parlementaires, on est en train d'élargir les éligibles, notamment à ceux qui vont acheter des maisons individuelles, hein, qui étaient les grands absents, sortis du dispositif il y a 2 ans. Tous les territoires vont être concernés. Voilà, c'est un exemple. Donc, je trouve que la décision publique est en train de se façonner d'une manière respectable. Voilà. Alors, ceux qui attendaient des miracles, ils avaient tort de les attendre, parce que ce n'est plus la période. On n'aura pas de miracle, on aura un vrai soutien utilisable par les professionnels. Voilà, il y a quelques pistes qui ont été lancées. Vous parlez du PTZ, effectivement, le prêt à taux zéro. On parle de le prolonger jusqu'en 2027. C'est pas encore acté, mais bon. Ce sera sans doute le résultat. Encore une fois, on verra au 31 décembre. Hein. Oui, bien sûr. À la fin du parcours projet de loi de finances, mais sans doute un dispositif fiscal aussi au bénéfice de ceux qui achètent un logement neuf ou ancien rénové pour le louer, avec un allègement de droits de succession ou de donation attachés à ce bien-là. On se profile vers quelque chose qui va ressembler à ça. Voilà, je parlais de la rénovation énergétique, une enveloppe qui déjà doit être consommée. Elle ne l'a pas été par le passé, mais avec la possibilité de faire du monogeste, comme on dit, c'est-à-dire on sait que les ménages ne peuvent pas tous faire une rénovation globale instantanée, eh bien ils pourront faire des gestes séquencés. Voilà, ce sont quelques illustrations. Un réalignement du régime des locations meublées de courte durée, on va dire Airbnb pour mettre une marque connue, sur ce dispositif, un réalignement de ces locations sur les locations de longue durée. Il y avait un régime fiscal extrêmement favorable, anormalement favorable. Réalignement, ça aussi on est en train de le mettre en place.
Des bonnes décisions, objectivement des bonnes décisions. Avoir une crainte, Eric, hein, Oui. c'est que on voit bien que la tentation du gouvernement et des parlementaires, c'est de surcharger la fiscalité dans tous les domaines, des entreprises, des particuliers. Il y a quelques intentions malveillantes sur le logement. Et il va vraiment falloir serrer les rangs. Je pense à la hausse des droits de mutation à titre onéreux, les frais de notaire, hein, ils sont mal nommés, Mm. parce que le notaire ne fait que les recevoir pour le compte des collectivités, mais ce n'est pas le moment de les augmenter. On parle d'instaurer une taxation des plus-values de cession sur les résidences principales pour les reventes dans les 5 ans suivant l'acquisition, c'est vraiment pas le moment. Voilà, donc il y a des coups de canif comme ça dont il faut se garder. On a du mal à les voir parce que c'est un amendement qui passe Oui. comme ça. Il faut être très vigilant. Et je pense à un notamment, Catherine Vautrin a balayé le retour de la taxe d'habitation Oui. en tant que ministre des Territoires, mais elle n'est pas contre la proposition de l'AMF, l'Association des maires de France, d'une contribution, en gros une espèce de taxe pour vivre en ville ou dans un village. Oui, les collectivités locales, objectivement, manquent de moyens pour accomplir leur mission. Bon, la suppression de la taxe d'habitation aura été pour les ménages une victoire à la Pyrrhus. On s'est dit c'est formidable. Qu'est-ce qui s'est passé juste après? Pratiquement un doublement de la taxe foncière. Et puis là, des collectivités qui disent bon, il n'y aura pas de rétablissement de la taxe d'habitation, mais on aurait besoin néanmoins d'une taxe qui nous donnerait notre autonomie fiscale. Alors voilà, c'est pareil, ça ce sont des vrais dangers. Je ne pense pas qu'on échappera à tous, je le dis avec beaucoup de réalisme, mais attention à ne pas en rajouter, c'est pas le moment. C'est-à-dire qu'on va, sous couvert de faire monter les recettes fiscales, on va réduire le marché et on ne va pas y gagner à la fin. Alors, il y a aussi eu de nombreuses nouvelles réglementations concernant notamment le milieu de la construction, de la rénovation aussi. Est-ce que ces réglementations ont un impact? Est-ce qu'elles influencent le secteur immobilier, selon vous, d'une bonne ou d'une moins bonne façon? Bon, les réglementations ont été très largement environnementales ces dernières années, avec aujourd'hui une norme qui s'impose, qui est la RE 2020, mais on parle déjà de la suivante, Ouais. qui est en train d'être fabriquée. Il faut une pause normative. Tous les gens sérieux le disent. On va mourir guéri. Aujourd'hui, on fabrique des logements de très grande qualité environnementale en France. N'allons pas au-delà pour l'instant. Commençons peut-être à appliquer directement celles qui ont été votées. Les appliquer. Et Oui. puis, il faut quand même voir que des exigences normatives, ce sont des hausses de coûts de production. S'il y a un moment où les ménages ne peuvent pas encaisser des hausses de prix, à l'arrivée, c'est bien aujourd'hui. Et les promoteurs ne peuvent pas non plus réduire encore leur marge. Elle est au minimum aujourd'hui pour que les entreprises puissent vivre. Voilà, donc on est coincé. Il faut se calmer sur les normes. Alors, il n'y a pas que les normes environnementales, elles me viennent tout de suite à l'idée, mais globalement, les process de construction aujourd'hui, les exigences urbanistiques sont en France extrêmes. Bon. Trop lourde, il faut même revenir en arrière. Alors le gouvernement parle de simplification. Je dirais qu'on nous a fait le coup plusieurs fois. Alors je reste très optimiste parce que je pense que là c'est une nécessité économique puissante. Le premier qui en parlait c'était Benoît Apparu, ministre, maintenant il est promoteur. Oui. Donc à l'époque déjà on trouvait que c'était nécessaire, aujourd'hui c'est vital. Et on voit qu'on est un très bon élève de la classe européenne et voire au-delà. Ben, je pense qu'on pourrait se contenter d'un classement d'élèves un peu moindre. Voilà, je le dis comme président d'école. Il ne faut pas toujours chercher à être premier de la classe. Quand ça coûte excessivement cher, un peu de réalisme. Il faut très clairement aujourd'hui, pour partie, simplifier, déréguler, retravailler même sur les fameux recours malveillants contre les permis de construire. Bon, le législateur s'y est repris à plusieurs fois. Il faut encore faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins, parce que ça vient rallonger le portage des opérations. Est-ce qu'un promoteur aujourd'hui peut porter 2 ans ou 3 ans de plus parce qu'il y a une action judiciaire, un projet? La réponse est non. Bon, on va tuer notre appareil de production français. Voilà, donc je pense qu'il y a des mesures non budgétaires, civiles, Oui. juridiques, Oui.
auquel la ministre du Logement doit s'attaquer, et je dirais va s'attaquer, parce qu'elle a une pleine conscience de tout ça. Il y a un vrai paradoxe hein. Aujourd'hui. On manque de logements, on demande aux communes notamment Oui. de créer des nouveaux logements et d'un autre côté on nous dit qu'il y en aura suffisamment pour 2050 parce que la population, enfin, la démographie montre que, etc. Le milieu de la location souffre énormément aujourd'hui, les investisseurs n'arrivent plus à acheter. Comment on sort de tout ça en fait? Bon, Eric, là il faut tordre le cou à une idée qui fait son chemin depuis 3-4 ans, qui part d'en haut, de l'Élysée. Nous aurions suffisamment de logements et la seule rénovation du patrimoine existant, pour ainsi dire, répondrait à la demande. Bon. Et avec un niveau de construction, on va finir cette année, on va être à 250 000 logements. Eh bien, on entendait, ouais. naguère, il n'y a pas très longtemps, à Bercy, 250 000, c'est pas mal. On y ajoute la mobilisation du parc existant et on est rendu. On s'accommode, on s'accorde à dire qu'il y a un besoin de 450, 500, 550 000 logements nouveaux par an. Eh bien, on va les avoir par addition des deux, c'est faux. Il faut produire. Alors, dans le respect du zéro artificialisation nette. Donc, on est en train d'apprendre, les promoteurs savent faire, à reconstruire la ville sur elle-même, comme on dit, à surélever, en effet à travailler sur des immeubles vieillissants, obsolètes, et peut-être à les mettre à bas ou à les rénover, à travailler sur des friches industrielles, des terrains qui sont déjà artificialisés, à travailler sur... il y a eu un accord récent de Nexity avec le groupe Carrefour, des emprises de parking d'hypermarchés. Oui, tout ça qui ne servent à rien, parce qu'il n'y a pas l'usage de la voiture qu'on croyait. Bon, donc, au bout du compte, de l'habileté, de l'ingéniosité pour produire, mais produire. On ne peut pas ne pas produire. Il faut regarder les ménages aujourd'hui partout en France, ils sont à la peine pour trouver un logement. C'est exactement ce que vous disiez. Qui cherchent une location. On n'a jamais connu cette situation, jamais. Des proportions. Vous prenez un agent immobilier qui va avoir dans une grande ville une offre de 9, 10, 20 biens et qui va avoir des demandes à hauteur de 1000, 1500 ou 2000 ménages. Voilà la situation à Bordeaux, à Toulouse, à Lyon. À Paris, n'en parlons pas. À l'acquisition, c'est pareil. Une offre qui est insuffisante aujourd'hui, qui a pour effet d'ailleurs de maintenir les prix à un niveau élevé, trop élevé pour les ménages. Et puis des territoires, parce qu'il y a un nouvel aménagement du territoire qui se met en place. Les ménages nous disent qu'ils le veulent. La pandémie a catalysé, a accéléré, mais le moment il était déjà là. On ne rêve plus des métropoles. On veut être dans ces villes moyennes où il fait bon vivre et qui sont attractives, où il y a des réponses du système de santé, l'offre pédagogique, l'offre culturelle. On veut être dans ces villes-là et même dans les territoires ruraux. Eh bien, ce sont des endroits où abonder le parc de logement, c'est-à-dire construire, est nécessaire. Voilà, dans le respect, bien sûr, des exigences environnementales, mais il faut construire. Il faut construire. Et c'est quoi l'urgence aujourd'hui? C'est ça, c'est construire aujourd'hui. Alors, Oui. on va entrer en plus dans une période électorale avec les élections municipales de 2026. On sait que généralement, l'année précédente, les élections, on ne construit pas dans les communes. Donc, c'est quoi l'urgence aujourd'hui? Eric, le problème, c'est que là, vous venez de souligner quelque chose qui est insoluble et qu'il va falloir qu'on résolve. Le besoin, il est impératif. On ne va pas dire à un ménage, à un jeune ménage, dont la femme est enceinte, que dans 3 ans ou dans 4 ans, il y aura peut-être des offres plus disponibles. Bon, parce que dans 9 mois, un enfant exigera une pièce de plus. Il ne va pas attendre 2 ans. Et malheureusement, aussi des événements inverses, plus tristes, un décès qui oblige à se replier sur un plus petit logement. On ne peut pas dire aux Français, on leur dit déjà depuis des années, écoutez, on va voir, on va y réfléchir. J'ajoute que la baisse de vigueur démographique n'enlève pas grand-chose au besoin en logement. Bon. Ça veut dire que malgré cette période électorale qui en effet traditionnellement est un problème, malgré l'absence de fonds publics, dans la situation politique française un peu illisible, avec ça néanmoins, il faut qu'on décrète. Je dirais que c'est fait avec Valérie Létard, ministre de plein exercice, on n'avait pas vu ça depuis très longtemps, qu'on décrète l'urgence sur le logement, c'est une priorité. Il va falloir faire. Il y a des voies, il faut pousser en mêlée, si vous m'autorisez une métaphore que j'aime bien. On voit que
les groupes politiques sur la question du logement arrivent à s'entendre. Bon, ça a quelque chose d'extraordinaire, hein, parce qu'il y a aujourd'hui un nuancier qui va de l'extrême gauche à l'extrême droite, avec des fortes représentations. Ben, on voit qu'il peut y avoir un consensus parce qu'il ne peut pas en être autrement. Et que vous savez, le risque, on parlait de bombes sociales il y a encore quelques mois, mais elle est toujours là. Hein. Le risque, c'est que le peuple, hein, l'opinion, les gens, comme dirait M. Mélenchon, mais moi j'aime bien l'expression, se sentent tellement mal parce que la question du logement leur pèsera sur les épaules qu'ils s'insurgent. Alors ils peuvent s'insurger de deux façons. Ils peuvent descendre dans la rue, on l'a connu il n'y a pas très longtemps, hein. Et puis ils peuvent s'insurger dans les urnes. Et c'est pas toujours la meilleure réponse qu'ils apportent. Voilà, moi j'ai pas envie qu'on arrive à ça. Pour terminer cet entretien, c'est toujours un plaisir de vous écouter, Henri, parce que c'est passionnant. Et j'ai encore plein de questions, mais bon, on va être obligé de clore cet entretien. J'aimerais revenir sur le directeur d'école que vous êtes et sur les. Alors président, je dis ça parce que j'ai des très bonnes directrices partout en France. Je veux pas c'est vrai, vous avez raison. Président de l'IMSI. Ouais. Est-ce qu'il y a une baisse des vocations aujourd'hui? On entend dire ça. Est-ce qu'il y a une baisse des vocations? Est-ce que vous le ressentez? Non. J'ai un grand plaisir à vous dire ça parce que j'ai craint qu'il y ait une baisse des vocations. Quand le marché perd un tiers de son souffle, quand il y a tous les problèmes qu'on a dit, c'est vrai, on se dit, voilà, est-ce que les métiers, ils sont très nombreux, hein, de l'immobilier, vont attirer. J'ai le plaisir de vous dire qu'à cette rentrée, partout en France, on est présent dans une dizaine de villes, ça n'est pas le cas. Alors j'ai quelques difficultés, mes étudiants sont à l'alternance, à certains endroits, c'est le cas en région parisienne, pour trouver des entreprises qui les accueillent, parce qu'il y a des entreprises qui souffrent. Bon. Mais j'ai pas de problème de vocation, et ce sont des métiers qui ont un sens tellement fort, qui correspondent vraiment au désir des jeunes. Et les jeunes, ils ont cette force que nous avons un peu moins, d'un grand optimisme et d'une volonté qui balaye tout. Et puis aussi, ils se disent, j'entre dans un circuit de formation pour 2 ans, 3 ans ou 5 ans, le monde ne sera pas le même dans 2 ans, 3 ans, 5 ans. Ils ont raison et il sera meilleur. Voilà, l'économie française, je pense qu'elle ira mieux. Donc je n'ai pas ce problème aujourd'hui et j'en suis très très heureux. Et tant mieux. Merci beaucoup pour votre expertise et pour votre analyse. Merci beaucoup. Merci Henri Buzicazo et bonne journée à la fois ici au Rent et sur le salon. Je vais vous couper en deux. Voilà, vous coupez en deux aujourd'hui. Merci à vous. Merci Eric.